Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 7-8 Week-end. Nous allons parler actualité, mais aussi loisirs. Voici les titres de ce vendredi 19 février. L'actualité, ce sont les violences urbaines contre des policiers qui ont eu lieu à Poissy le week-end dernier et en début de semaine. Visite du ministre de l'Intérieur, réunion avec les acteurs locaux. Nous parlerons de ce sujet et des solutions à y apporter avec notre invité Sidi Ellemer, directeur de l'association Insertion, Formation, Éducation, Prévention, l'IFEP. Nous parlerons également de l'appel aux dons lancé par le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand pour restaurer la salle du jeu de paume du château de Versailles. Objectif, récupérer 1,83 million d'euros. Enfin, nous vous proposerons aussi les idées loisirs de Célia Gatsongo avec de la cuisine presque sans sucre et des sorties pour les vacances scolaires. Juste avant cela, la députée La République En Marche de la 5e circonscription des Yvelines, Yaël Braun-Pivet, a reçu jeudi le soutien de l'ensemble des députés. Elle est aussi présidente de la commission des lois. Cela fait suite aux injures et menaces à caractère antisémite dont elle a été la cible. Jeudi dernier, la parlementaire avait publié sur Twitter un mail rempli d'insultes qu'elle a reçues. Ce n'est pas la première fois que la députée est confrontée à de telles insultes. Elle avait déjà déposé plainte pour des attaques sexistes et antisémites et des menaces en juillet 2018. Le parquet de Paris s'est saisi de l'affaire. On écoute sa réaction. J'ai toujours la boule au ventre qui ne s'estompe pas parce que c'est extrêmement violent, c'est indigne. Et on a du mal à imaginer qu'aujourd'hui, on peut avoir ce type de message en 2021. L'antisémitisme, mais comme toute forme de racisme, est absolument incompréhensible. Et que ça puisse encore aujourd'hui s'exprimer aussi clairement, c'est effrayant. Et c'est ça qui fait qu'effectivement, ça ne passe pas. En revanche, ce qui est absolument formidable, c'est l'unité républicaine qui s'est immédiatement manifestée, soit hier dans l'hémicycle, ou depuis, où je reçois des messages, soit d'élus, soit de citoyens qui m'expriment leur soutien. Comme je vous le disais en titre, ces derniers jours ont été marqués par des violences urbaines à Poissy. Le week-end dernier, des policiers ont été pris pour cible par des tirs de mortier d'artifice de la part d'une trentaine d'individus dans le quartier Beauregard à Poissy. Une vidéo a notamment été publiée par le syndicat des commissaires de police où on pouvait entendre « tuez-les, tuez-les ». Mardi 16 février, la tension n'était toujours pas retombée. Une nouvelle fois, des policiers ont essuyé des jets de cocktails Molotov. Un adolescent de 16 ans a été interpellé. Pour parler avec nous de ce sujet, Sidi Ellemer, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur général de l'association Insertion, Formation, Éducation et Prévention, l'IFEP, et vous êtes également conseiller à la région Île-de-France et premier adjoint en charge des affaires sociales à la ville de Mantes-la-Jolie. Tout d'abord, quel est votre regard sur ces violences qui ont fait l'actualité ces derniers jours à Poissy ? Oui, alors, bien sûr, je condamne avec la plus grande force ce qui s'est passé et j'ai eu l'occasion d'en parler avec le maire Carl Olive pour le soutenir. Alors, il y a, je pense, on est toujours dans les vacances, à chaque vacances scolaires, on sent qu'il y a là la force des réseaux sociaux, donc le fait de montrer après, de rendre ça visible, je pense que voilà, c'est un peu ces ingrédients qui font que des fois malheureusement on a des grosses problématiques et des violences urbaines envers les forces de l'ordre. Alors, donc suite à ces violences, le week-end dernier, lundi 15 février, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu au commissariat de police de Poissy. Le maire, dans la foulée, le mardi, a organisé une réunion avec les acteurs locaux pour essayer de trouver des solutions. Lors de la visite de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il a déclaré, je cite, « À travers les policiers de Poissy, je voudrais m'adresser à tous les policiers et gendarmes qui vivent ces faits quasiment tous les jours, et là, face à des jeunes garçons qui ont entre 12 et 17 ans. Quel est le profil, selon vous, des jeunes garçons de 12 à 17 ans dont parle Gérald Darmanin ? Je pense que ce sont des jeunes qui sont en échec scolaire, qui sont pas forcément à l'école, qui ont un lien avec les parents qui est très difficile,
et qui sont un peu marginalisés. Et c'est ce public-là que les éducateurs de l'IFEP vont rencontrer sur le terrain. Et alors pour vous, que faut-il mettre en place? Quelle est la solution, voire les pistes de solutions pour éviter ce genre de violence urbaine, que ce soit à Poissy ou ailleurs? D'abord, rencontrer ces jeunes-là, bien identifier ceux qui causent problème, et les éducateurs de l'IFEP font tout un travail auprès d'eux au quotidien, inlassablement, pour les orienter vers les dispositifs, que ce soit les réinscrire à la mission locale ou les inscrire tout simplement, essayer de les remettre en situation de reprise scolaire, ou d'accès à l'emploi. Et donc voilà, il y a tout un travail, et bien sûr, être plutôt dans des solutions de réparation. Et justement, qu'est-ce que vous mettez en place, vous, à l'IFEP, pour ces solutions de réparation? Par exemple, on fait des stages avec les pompiers, on met en place des chantiers éducatifs, que ce soit des réfections de halls ou peinture dans des halls d'escalier pour que ils s'approprient davantage leurs locaux et que les parents aussi soient un peu fiers d'eux. Donc voilà, c'est un peu ces mesures-là. Il y a des séjours de rupture qui sont organisés. Il y a des actions sportives, notamment par le sport, c'est très important, pour les sortir un peu de leur quotidien, les sortir aussi du quartier, c'est important, pour faire un travail après individuel et de groupe. Alors, je rappelle quelques chiffres de votre association. Vous suivez 2270 jeunes. Vous avez traité plus de 3000 problèmes, pour ne citer que ça. Alors, on a bien compris, dès que vous avez identifié ces jeunes, du coup, qui ont des problèmes, mais d'abord, comment on fait pour établir le dialogue avec ces jeunes dont vous parlez, déscolarisés, qui n'ont pas de lien avec leur famille ou très peu? Comment ça se passe pour rétablir ce dialogue? Ça peut mettre du temps, mais les éducateurs, justement, nos équipes n'ont pas de bureau. Ils ont des bureaux administratifs, mais tout leur travail, c'est le fond sur la rue. Donc c'est eux qui vont à la rencontre des jeunes, se présentent, créent une relation de confiance. Et quand la relation de confiance est faite, à ce moment-là, la personne se confie sur ses problématiques, y compris familiales, et après, il y a un suivi personnalisé qui fait qu'après, on arrive à sortir des jeunes de la galère. Merci Sidi Ellemer d'avoir été avec nous en tout cas pour ce 7-8 week-end. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait le point jeudi soir sur l'épidémie de Covid-19. Il a notamment annoncé que la durée de l'isolement de tous les patients positifs serait allongée à partir de lundi 22 février. Elle passerait de 7 à 10 jours. L'isolement de 10 jours était déjà appliqué pour les personnes contaminées par le variant sud-africain ou brésilien. L'isolement des cas contacts reste quant à lui à 7 jours. Également, des cas de Covid-19 ont été recensés à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Selon Force ouvrière, sur 180 surveillants testés par l'Agence régionale de santé, 10 ont été déclarés positifs. À cela s'ajoutent 11 autres cas, des personnes qui se sont fait tester de façon indépendante. Du côté des 840 détenus, 9 cas positifs auraient pour le moment été comptabilisés. L'administration pénitentiaire n'a pas confirmer ces chiffres pour le moment. Et dans l'actualité également, nous accueillons Justine Brasier. Bonsoir. Bonsoir. La célèbre salle du Jeu de Paume de Versailles a besoin d'être restaurée, salle qui tient son nom d'un célèbre événement, le serment du Jeu de Paume. Un appel aux dons a été lancé pour restaurer cette salle. Oui, c'est une volonté de la part de Richard Ferrand, donc le président de l'Assemblée nationale, après avoir échangé avec Catherine Pégard, la présidente du château de Versailles. L'appel a été lancé mardi auprès des députés. Il devrait ensuite progressivement s'ouvrir à l'ensemble des élus, puis à la population. Alors pourquoi c'est important de restaurer cette salle du Jeu de Paume? Eh bien parce qu'elle fait partie de notre histoire. C'est un symbole de la République et puis de la démocratie française. Écoutez Didier Bécher, le député de la première circonscription des Yvelines. On connaît souvent Versailles, évidemment pour son château, et plutôt pour des angles de la royauté, mais on sait peu ou pas assez que Versailles est aussi un haut lieu de la Constitution de la République, en particulier avec cette salle du Jeu de Paume qui a quand même donné naissance à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Donc c'est important pour l'histoire de continuer à préserver cet endroit et de pouvoir l'ouvrir plus largement au public et le montrer dans un état, un peu son état d'origine en fait, si vous voulez. Alors Justine, quelle somme faut-il rassembler pour permettre cette restauration ?
Alors au total, le budget nécessaire à ces travaux s'élève à 1,8 million d'euros. C'est un montant qui a été évalué par le château de Versailles et les ingénieurs en charge du projet. Les travaux devraient concerner la toiture, les charpentes, les jardins, mais aussi la restauration de la toile, le serment du jeu de pommes justement de Luc-Olivier Merson d'après le dessin de Jacques-Louis David. Pour l'heure, les députés ne peuvent pas encore faire de dons. Mardi, il s'agissait seulement d'une présentation du projet par Richard Ferrand au bureau de l'Assemblée nationale à l'ensemble des présidents des groupes politiques. Mais le dispositif sera mis en place prochainement et puis une visite sera organisée pour leur montrer justement cette salle du jeu de pommes. Merci Justine Brasier pour toutes ces précisions. L'actualité de la semaine dans les Yvelines, c'est Mélanie Poquet qui nous la résume en 78 secondes. La Covid a aussi impacté la santé au travail. Des entreprises yvelinoises ont mis en place des protocoles pour garantir le bien-être de leurs salariés. Le ministre en charge de cette question, Laurent Pietraszewski, s'est rendu sur Méret. La part des variants continue d'augmenter dans le nombre de contaminations. 40 à 45% des cas en Ile-de-France seraient liés au variant anglais de la Covid-19. Pour Brahim Bourkia, le maître mot est la solidarité. Ce restaurateur de Mantes-la-Jolie offre depuis plusieurs semaines des repas gratuits aux personnes dans le besoin. L'aventure de Louis Burton et de Bureau Vallée continue au moins jusqu'en 2026. Le récent 3e du Vendée Globe change aussi de bateau avec l'achat de l'Occitane en Provence, voilier de toute dernière génération. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, les repas à 1 € au Crous pour tous les étudiants. Mis en place depuis le mois de janvier, les repas peuvent dorénavant être pris sur place. Les élections régionales et départementales sont reportées de mars à juin. Le Parlement a adopté ce report par un vote à main levée. Les dates précises ne sont pas encore définies. Le Latmos continue de faire l'actualité. Après l'USQ-SAT, c'est du côté de Mars que les regards se tournent. Le rover Persévérance a bien atterri sur la planète rouge. Le Latmos a développé une partie de l'électronique qui commandera Supercam, un spectromètre. Et après cette semaine bien chargée, quoi de mieux que de se détendre le week-end? Comme chaque vendredi, Célia Gatsongo vous propose ses idées sorties et loisirs. Cette semaine, nous allons parler alimentation. Cuisiner avec 0 sucre, c'est possible. Bérengère Philippon a sorti le 17 février son livre « Je réussis ma détox sucre ». Lénie Montaine est adepte de recettes à indice glycémique bas. Elle a concocté pour nous des cookies avec peu de sucre. Un montage de Lucas Houdard, regardez. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une recette de cookies aux noisettes et aux pépites de chocolat avec un petit peu de purée de cacahuètes. Pour cela, environ 10 ingrédients pour faire à peu près 9 cookies. On commence par la farine. Donc l'avantage de la farine d'orge mondée, c'est qu'elle a un index glycémique de 30, c'est-à-dire c'est une farine qui va peu élever la glycémie. Alors que la farine de blé blanche en comparaison a un indice glycémique de 75. Ensuite, il faut mettre la poudre d'amande, le son d'avoine qui apporte beaucoup de fibres et fait baisser la glycémie. Et enfin, le bicarbonate, mélangez le tout. On va mettre du lait végétal. Donc j'ai choisi du lait de cajou, mais ça peut être du lait d'amande, du lait d'avoine. Ensuite, mettre le sirop d'agave qui est un fructose et remplace le sucre blanc. En général, dans une recette classique de cookies, on peut avoir à peu près 100 g de sucre. Moi, je mets 30 g là de sirop d'agave. En temps normal, on devrait plutôt en mettre 70 g si on voulait avoir une équivalence de sucre identique. Au final, 30 g, c'est largement suffisant. Troisième étape, le gras. Mettre l'huile de coco et la purée de cacahuètes. La graisse a un indice glycémique de 0. Il faut tout de même faire attention. Dernier ingrédient. Donc je vais mettre des pépites de chocolat noir. Donc j'ai pris du chocolat noir. Alors j'ai trouvé du 60% de cacao. Idéalement, il faudra mettre du 70%. Le chocolat contient du sucre, évidemment. Il ne reste plus qu'à former des boules d'une épaisseur d'1 centimètre et les mettre au four à 180 degrés pendant 12 minutes. Et voilà des cookies avec 3 fois moins de sucre qu'un cookie classique. C'est encore les vacances scolaires pour une bonne partie de la semaine. De quoi faire de nombreuses activités. Astrid Bergère, bonsoir. Bonsoir. Vous nous proposez aujourd'hui des idées de sortie.
Et exactement, alors si vous arrivez à court d'idées pour la deuxième semaine des vacances, rassurez-vous, par chance, le temps sera au beau fixe la semaine prochaine et permettra les activités en extérieur. Alors par exemple, à Montfort-l'Amaury, il est possible de participer à un escape game grandeur nature. Il suffit de se munir de son téléphone portable, de télécharger l'application Quetio et de se rendre devant la maison du tourisme de Montfort-l'Amaury pour connaître les étapes, mais après tout se passe en autonomie. Le jeu se fait en autonomie, donc les gamers démarrent chez nous et puis ils peuvent se promener, ils ont des indices sur leur smartphone et ils peuvent jouer donc dans la ville tout seuls à l'heure qu'ils souhaitent et au moment qu'ils souhaitent. Alors la partie coûte 5 € et il faut être entre 2 et 6 joueurs. Donc le but est donc en partie de découvrir la ville sous un autre angle. Vous nous proposez aussi une visite à Maison Lafitte, c'est ça Astrid ? C'est ça, oui. Alors déjà depuis quelques mois, des portraits en fresque de personnages historiques ayant eu un lien avec Maison Lafitte, de personnes qui y ont habité ou qui y sont passées, sont apparus sur du mobilier de la commune. Jean Cocteau, Anne d'Autriche ou encore Jean Gabin. Plus de 20 portraits sont à retrouver. Alors il faut quand même avoir l'œil, parce que certains se fondent très facilement dans le décor. Et cette exposition, on la doit à Christian Guémy, alias C215, qui est un artiste urbain assez connu. Et pour retrouver plus facilement les œuvres, un plan est disponible sur le site de l'Office du tourisme de la ville. Et il y a aussi des balades. Oui, c'est ça. Alors, comme je vous disais, il fera normalement beau la semaine prochaine, on espère. L'occasion, exactement, l'occasion de se balader en forêt, par exemple dans la forêt de Rambouillet. C'est aussi le moment de découvrir des jolis villages yvelinois comme Wainville-sur-Montsien pour ses lavoirs et ses moulins, ou Montchauvet qui conserve de très grands vestiges de la période médiévale. Et pour les enfants et les familles, Astrid, une application de jeux de piste en Ile-de-France existe. Oui, alors l'application, elle s'appelle Paris Région Aventure, elle est gratuite et elle permet de faire des dizaines de jeux de piste partout en Ile-de-France. Il propose de remonter dans le temps et de partir sur les traces de Louis XIV, Marie-Antoinette ou encore Gustave Eiffel. Eh bien, merci Astrid pour ces idées sorties. Cela fait maintenant 1 an que la culture est à l'arrêt à cause de la crise sanitaire. À Saint-Quentin-en-Yvelines, les contenus culturels sont proposés quasiment tous en ligne dorénavant. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Éric Alain Junès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines en charge de la culture. Sur le site internet de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous proposez Culture en ligne. Que contient cette page ? Alors, Culture en ligne, c'est des contenus pour tous les publics, sans cesse enrichis, avec notamment des contenus multimédia gratuits, mais aussi les différentes activités de nos équipements culturels, avec notamment des visites d'ateliers, des jeux, des contes, des visites virtuelles, des programmes en replay, notamment à partir de prises qui ont été faites soit à la ferme de Bel-et-Bas, notamment pour la série Les Cendres de Marbella. Vous pouvez voir aussi le concert Passion russe qui a été pris, dont la prise de son a été effectuée au théâtre de Saint-Quentin, et puis de très nombreux contenus numériques disponibles proposés par le musée de la ville, la commanderie, le réseau des médiathèques, et puis plein de vidéos, plein de belles choses à découvrir. Il y a 2 nouvelles visites virtuelles qui ont été mises en ligne récemment. De quoi ça parle ? Alors, il y a 2 visites virtuelles, effectivement, qui ont un grand succès, puisqu'on a plusieurs centaines de visites. Alors, il y a une première exposition peinture qui est hébergée à la commanderie, donc avec une exposition collective d'artistes émergents consacrés aux arts numériques. Les arts plastiques sont à l'honneur cette année à la commanderie. Et puis, il y a aussi donc l'exposition sous l'égide du musée de la ville qui s'appelle Les Allumés du design. Donc, comme son nom l'indique, elle est consacrée au design. Il faut savoir que notre musée a environ 3000 objets de design et de mobilier concernant les années 70 à 2000. Et donc, on a choisi donc de mettre un petit peu en avant les luminaires pour cette exposition qui rencontre un grand succès pour l'instant. Alors, on va parler aussi de la fête du conte du 27 février au 13 mars. Elle va souffler donc ces 20 bougies. Exceptionnellement, ce sera une programmation 100% en ligne. Qu'est-ce que vous avez prévu comme animation ? Alors, donc, comme vous le disiez, ça va être cette année 100% en ligne, bien évidemment. Donc, je rappelle que c'est une action qui est proposée par le réseau des médiathèques. Comme vous l'avez dit, donc, elle se tiendra
du 27 février au 13 mars, destiné à tout public. Alors, il y aura plusieurs événements, avec dans un premier temps un appel à l'écriture qui a été organisé pour recueillir des contes écrits par les Saint-Quentinois. Et puis, du 8 mars au 8 avril, le conteur Stéphane Desfeux, qui est un conteur professionnel, racontera les contes qui lui auront plu le plus. Et voilà, parmi tous ceux qu'il aura reçus. Donc, tout ça, bien sûr, disponible en ligne sur le portail Culture en ligne du portail de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et à partir du 27 février, il y aura 2 veillées de contes pour frissonner de plaisir à l'occasion donc des fameuses soirées chair de poule que les habitués connaissent bien, ou encore la saga Serpent Rêve qui propose 3 courts épisodes pour savoir tout sur l'origine des rêves. Voilà, un petit peu le programme de cette fête du conte. Et c'est à destination des adultes et des enfants ? Absolument, tout public, bien sûr. Ouais. C'est un beau moment d'habitude et c'est un moment merveilleux où on voit les enfants qui rient, qui sourient, qui trépignent. Bon là, forcément, ce sera derrière des écrans, mais bon, on a tous appris à s'adapter, puis on est sûr que ça ne va pas durer très longtemps. On croise les doigts pour que l'année prochaine, on puisse tous se retrouver et que toute cette période un peu noire soit loin derrière nous. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Mais on s'adapte. Et dernière question, est-ce qu'il y a d'autres événements culturels en ligne à prévoir peut-être ? Alors, dans l'immédiat, ce qui va surtout occuper le printemps, c'est les événements dont je vous ai parlé. Bien sûr qu'on met tous les équipements culturels continuent à travailler, continuent à produire, donc ces contenus sont régulièrement alimentés sur le portail de l'agglomération, de Sky. Donc, au fur et à mesure, bien sûr, les personnes qui consultent régulièrement le site seront informées de tous les événements culturels qui s'y produiront. Bien évidemment, on est toujours dans l'espérance d'une sortie de crise. Alors bon, on se dit qu'avec un peu de chance, peut-être qu'on pourra retrouver le chemin des salles de spectacle, le chemin de la commanderie. Et tous les équipements culturels n'ont qu'une hâte, c'est d'ouvrir. Mais on s'adaptera et on produira en fonction de la situation sanitaire des contenus toujours renouvelés et toujours à destination de tous les publics. Merci beaucoup Éric-Alain Junès d'avoir été notre invité. Merci à vous. Et le 7-8 Week-end se poursuit avec Éléonore pour parler de l'actualité. À la une, la semaine prochaine, nous reviendrons sur la visite du ministre délégué en charge des Transports, Jean-Baptiste Djebari, à Versailles. Il a visité le Mobilab, où sont notamment implantés l'équipe système de transport autonome du groupe Transdev et l'Institut pour la transition énergétique VDECOM. La visite s'est notamment concentrée sur la mobilité routière automatisée, avec la découverte d'une navette autonome électrique ou encore d'un simulateur de conduite. Les détails de cette visite à retrouver la semaine prochaine sur TV78. Et pour refermer ce 7-8 Week-end, votre rendez-vous en partenariat avec les Surligneurs, ce collectif qui décrypte les déclarations des personnalités publiques et politiques. Aujourd'hui, retour sur la procédure engagée par le ministère de l'Intérieur pour dissoudre le groupe d'extrême droite Génération Identitaire. On écoute Vincent Couronne, docteur en droit à l'université Versailles-Saint-Quentin et fondateur des Surligneurs. Est-ce bien raisonnable de vouloir dissoudre Génération Identitaire, l'association d'extrême droite qui prétend défendre l'Europe avec des campagnes de communication aux frontières, où ils sont censés empêcher les migrants de passer? Cette association est sous le coup d'une menace du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui veut les dissoudre. Pour Nicolas B, député européen et membre du Rassemblement national, on ne peut pas comme ça dissoudre une association seulement parce qu'elle déplairait au gouvernement. Et il faut dire qu'il a raison. On ne peut pas dissoudre une association pour motif personnel ou politique. Cela nous renverrait à cette époque post-mai 68, où le pouvoir pompidolien avait tenté d'instaurer un contrôle politique sur la création des associations tentatives, fort heureusement avortées. Mais Nicolas B oublie une chose, notre droit permet de dissoudre toute association incitant à la discrimination, à la haine, ou à la violence. On se souvient de la dissolution d'associations de supporters du PSG, et cela n'avait posé aucun problème. Même chose lorsqu'en 2020, Emmanuel Macron a dissous plusieurs associations prônant un islam radical. Mais ces règles, vous me direz, peuvent être foulées aux pieds par l'opportunisme politique d'un ministre de l'Intérieur occupé à faire de la com, oui,
Mais dans ce cas, il reste un recours à Génération Identitaire, c'est le Conseil d'État, et il n'hésitera pas à annuler la dissolution si jamais elle était illégale. Mais quand on regarde les faits de cette association, on a du mal à voir en quoi elle n'incite pas à la haine, et donc en quoi on ne pourrait pas la dissoudre. C'est la fin de votre 7-8 week-end. Merci de l'avoir suivi. L'information revient lundi à 18h en direct dans le 7-8 journal présenté par Grégory Canalet. Et d'ici là, je souhaite une très belle soirée et un très bon week-end.